Toi qui disais encore mercredi, c'est la guerre. C'est toujours un peu la guerre ici avec le bruit qu'ils font. Parce que une guerre joyeuse. On me dit qu'il y a une conférence de presse. Je pense que dans la salle, je vois quelques têtes. Si je leur demande leur carte de presse, je suis pas sûr que... Je sais pas ce que fait le service de sécurité à l'entrée, mais il y en a qui ont réussi à s'infiltrer. On ne gère plus rien sur ce Vendée Globe. Depuis que tu es arrivé, Nicolas, c'est n'importe quoi. On va revenir un peu sur ta course. Chers journalistes qui nous suivez sur Zoom, n'hésitez pas à poser vos questions. Elles seront évidemment transmises à Nicolas. Nicolas, tu as été notamment accompagné souvent par Thomas Ruyant et Jérémy Bayou. Est-ce que finalement, de jouer les coudes à coude, est-ce que ça booste ou finalement c'est toujours un peu un coup de pression tout le temps au quotidien? C'est les deux. C'est forcément usant parce qu'il y a des moments, c'est quand même une course longue, donc il y a des moments où tu aimerais un petit peu souffler. Et puis tu sais qu'il y a effectivement un concurrent pas loin qui lui va sans doute ne pas souffler, donc il faut toujours remettre un petit peu de charbon et remettre un petit peu de toile quand ça mollit, être un peu plus sur le réglage des voiles, mais du coup c'est stimulant, c'est motivant, ça permet aussi de pas s'ennuyer, de pas s'endormir dans une forme de routine. Franchement, alors même s'il y a eu des moments difficiles évidemment dans ce Vendée Globe, mais par contre j'ai pas trouvé le temps long du tout. C'est vrai que même toutes les mers du Sud, on était quand même quasiment tout le temps bord à bord avec Jérémy. On n'a pas navigué on s'est pas mis d'accord pour naviguer bord à bord comme certains pouvaient l'imaginer. Hein. C'est comme ça que ça s'est fait et on était toujours un petit peu à se tirer la bourre, mais c'était hyper motivant, stimulant, et puis c'était voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors dès le départ, finalement, tu montres que tu es là parce que tu es le premier à battre le record de 1000 parcourus en 24 heures. Ça fait du bien au moral, ça montre aussi que tu étais là. Et toi, ça a changé quelque chose pour toi? Écoute, oui, c'était déjà une petite surprise parce que je n'étais pas du tout dans la perspective d'essayer de battre ce record de distance parcours en 24 heures. Donc quand on me l'a appris d'ailleurs, je vois Fabienne qui était là, elle me dit « Ah, bravo pour le record ». Je dis « De quel record tu me parles ?» Je ne sais pas trop. En tout cas, c'était stimulant, c'était bien. Ce qui était super, c'est que tout le début de course, on a eu une super bagarre avec beaucoup de bateaux. C'était vraiment très riche au niveau de la compétition. Donc ça a effectivement encore plus contribué à ne pas voir le temps passer dans toute la descente de l'Atlantique, en tout cas. Et c'était super de pouvoir jouer aux avant-postes. Je me suis vraiment éclaté à toute cette partie-là de la descente de l'Atlantique. J'ai vraiment, vraiment pris mon pied. C'était vraiment génial. Alors, tu as pris ton pied, mais ensuite, ça a été un peu plus rude. Tu le disais, hein, même. On sent bien ici qu'on n'est pas les bienvenus. Tu t'attendais à ça pour ce premier Vendée Globe ? Ouais, c'est vrai que je vais peut-être pas être très original, mais j'ai pas eu à ce niveau-là, j'ai pas eu énormément de surprises parce que j'ai déjà eu l'occasion d'aller dans les mers du Sud avec la Volvo Ocean Race, donc là-dessus je savais un peu à quoi m'attendre. Alors c'était en équipage, pas forcément sur ces bateaux-là, mais si j'avais fait l'Ocean Race l'année dernière avec Malaysia, mais par le passé sur les Volvo 65. Là, la nouveauté c'était le fait d'être tout seul, mais j'ai déjà navigué beaucoup en solitaire, donc au final tout ça cumulé, j'ai envie de dire que j'ai pas eu d'énormes découvertes. C'est vrai que des fois, quand tu as des galères, tu te dis que ce serait bien quand même d'avoir un petit copain à bord pour pouvoir t'aider à résoudre ça. Mais voilà, à part ça, j'ai pas eu de grandes découvertes sur le fait de me retrouver tout seul dans les mers du Sud. Face à moi-même, j'ai envie de dire, voilà, c'était pas trop... ça va, ça a été. Et alors justement, puisque tu parles de découverte, est-ce que tu as découvert un peu plus ton bateau? On va le rappeler, tu as pris la barre de ce bateau en septembre 2023, c'est-à-dire c'est peu de temps avant le Vendée Globe. Est-ce que finalement tu as continué à apprendre de ce bateau, de ce binôme? Alors, en bateau, il y a toujours des choses à apprendre. Ouais. Donc j'ai beaucoup appris effectivement déjà à me servir du bateau au niveau de la performance. Ce que je disais, toute la première partie de course, comme on a eu une belle bagarre en tête de flotte, c'était super stimulant et du coup fallait forcément être sur les réglages, donc j'ai beaucoup appris effectivement dans le maniement de ce bateau et puis après on apprend, il y a plein d'autres choses à apprendre. J'ai aussi appris à bricoler quelques trucs que je savais pas trop faire, donc comme quoi je me suis retrouvé là dernièrement, j'ai fait de la soudure, j'ai fait un peu de composite. J'ai pas eu d'énormes galères techniques,
Mais je pense qu'un peu comme tout le monde, il y a une somme de petites bricoles qui t'arrivent un peu au jour le jour. Comme dit Mich Dej, le Vendée Globe, c'est une galère par jour. Au moins. Mais Mich, c'est un coquin parce qu'il précise pas tout. Une galère par jour, ça, c'est les bonnes journées. C'est ça. A priori, c'est un peu plus par jour. Ça, des fois, il y a des journées qui peuvent être un peu moins bonnes que certaines et c'est pas une galère par jour dans ce cas-là. Quand il est 8h du mat et que tu dis, bon, là, j'en suis déjà à 3 galères et le soleil vient de se lever, la journée va être longue. La journée peut être longue. Allez, comme il s'agit d'une conférence de presse, on va évidemment donner la parole aux journalistes dans la salle ou peut-être derrière les écrans en Zoom. Qui souhaite peut-être prendre la parole? Perrine, oui. Salut Nico. On a souvent entendu pendant ce tour du monde Jérémy déplorer le fait que vous avez des conditions nettement moins favorables que les premiers. J'imagine que même si toi tu l'as pas trop, tu t'es pas trop plaint de ce sujet, mais j'imagine quand même que psychologiquement, mine de rien, tu peux pas t'empêcher de regarder ce que les autres ont devant, notamment en Atlantique Nord ou en Atlantique Sud, où pour vous ça a été si dur tout au près quasiment. Ouais, globalement, depuis le Cap Horn, on a fait beaucoup de près. Alors, quand on faisait du portant, c'était dans 50 nœuds, donc c'était pas tellement plus agréable qu'au près. Ouais, c'est vrai que les conditions météo, on n'a pas été gâtés, là, tout notre groupe. Après, j'ai envie de dire que les conditions météo, quand je dis qu'on n'est pas gâté, pour moi, il y a deux catégories. Il y a les conditions météo qui sont défavorables à la performance parce que ça va pas très vite, donc les bateaux de devant s'échappent et puis ceux de derrière reviennent. Ça, c'est un fait, mais ça peut rester des conditions qui sont malgré tout agréables et maniables et des conditions de navigation qui peuvent être sympathiques. Même auprès, des fois, ça peut être sympa. Et puis, il y a les conditions qu'on a eues plus la dernière semaine où là, c'est une autre catégorie, c'est-à-dire que depuis lundi, on a quand même enchaîné les coups de vent avec du vent très fort, avec une mer hyper violente, où là, c'est vraiment pas agréable de naviguer parce qu'il y a l'appréhension, la peur de casser du matériel, il y a le confort de la vie à bord. Alors le confort, c'est pas forcément le terme le plus approprié quand on navigue en IMOCA, mais c'est vrai qu'on s'est quand même bien fait secouer là depuis quelques jours, et là, c'était vraiment pas rigolo. Donc la première catégorie, moi, j'ai plutôt envie de dire, bon, bah, c'est comme ça, faut prendre le truc avec. Mais la deuxième catégorie, quand vraiment il y a l'appréhension qu'à chaque vague, tu te dis, mais le bateau, il va s'ouvrir en deux, c'est pas possible. J'ai été voir vite fait ce matin à l'avant. Il y a un peu tout qui commence à se décoller dans le bateau, donc il était temps que ça se termine. Et c'est le genre de navigation que j'apprécie pas forcément, enfin de conditions en tout cas que j'apprécie pas forcément. Et justement, sur ces derniers milles, on vous a souvent entendu répéter, ça fait souffrir les bateaux, on sent que ça craque. Enfin, on a eu l'impression que vous avez beaucoup souffert pour vos bateaux sur cette fin de parcours. Là, vraiment, la dernière semaine, j'ai rarement, enfin, je pense, voire peut-être même jamais rencontré des conditions de navigation comme ça, quoi. C'était vraiment très, très difficile, un vent violent. Bon, voilà, on est au mois de janvier en Atlantique Nord, il n'y a rien d'étonnant à ça, mais ça a duré longtemps, en fait. C'est-à-dire depuis lundi dernier, on a enchaîné 3 dépressions à négocier. Ça fait beaucoup en 5 jours, quoi. Et alors, il y a eu ce beau duel avec Paul pour la 5e place que tu as un peu perdu, notamment à cause de tes soucis d'aérien. Et c'est quand même un souci que tu as pris le temps de solutionner à moitié, on va dire. Enfin, en tout cas, qui t'a pénalisé un petit moment. Mais... Ouais, alors c'est pas là la place, enfin le terrain que j'ai perdu sur Paul, c'est pas avec les histoires d'aérien. Les histoires d'aérien, c'est vrai que j'ai la tête de mât qui s'est arrachée après les Malouines, donc un peu après le Cap Horn en fait. Donc là j'ai eu 2-3 jours de galère où effectivement l'information cruciale qui me manquait c'était les aériens, donc j'avais plus d'informations de vent parce que j'avais un aérien de secours qui était à l'arrière mais en fait qui fonctionnait vraiment pas de manière satisfaisante, donc en gros qu'il soit là ou pas là ça revenait à peu près au même. Mais j'ai quand même réussi à bricoler un truc parce que j'avais un autre aérien de secours. Bref, donc j'ai réussi à aller changer de position. Donc j'étais obligé de faire un petit peu de soudure pour allonger des câbles qui n'étaient pas assez longs. Donc t'imagines faire de la soudure dans un bateau comme ça. Après, il faut aller installer l'aérien à califourchon sur le tableau arrière dans des conditions qui n'étaient pas faciles. Bon, du coup, il y a eu 2-3 jours où là, c'était un peu galère parce que, en fait, pas d'information de vent déjà pour le pilote automatique, ça veut dire pas de mode vent. Et puis pour moi, pour la prise de décision de stratégie, pour les choix de voile, évidemment, quand ça t'arrive, il n'y a pas de nœuds de vent mer plate, donc c'était la période où on avait des grains qui étaient monstrueux, donc je me retrouvais des fois dans des situations la nuit où je ne sais même pas quelle force de vent il y avait peut-être 30 nœuds, 35 nœuds, 40 nœuds dans les grains, mais tu ne le sais pas.
Donc tu sais pas trop comment toiler le bateau. Tu vois juste que j'ai vu à un moment donné, il y a le speedo du bateau qui était à 38 nœuds. Tu te dis, bon, là, il doit quand même y avoir un petit peu de vent. Donc on va réduire un peu. Mais bon, tout ça, c'est quand même hyper galère. Et puis une fois que j'ai réussi à remettre des aériens en route, franchement, c'est pas ça qui m'a vraiment pénalisé, parce que du coup ça fonctionnait de manière, bon, ça faisait le job, quoi. C'était pas idéal, mais ça faisait le job. Non, ce qui m'a fait perdre du temps face à Paul, c'est, je sais plus quand c'était là, ça va être mardi ou mercredi là. J'ai la galette de J3 qui a explosé. Donc en fait, c'est le système qui permet d'enrouler. Donc le J3, c'est notre foc de brise. Et en fait, c'est cette pièce-là, enfin une pièce juste sous la galette qui a cassé. Donc je me suis retrouvé avec la voile en l'air en train de flapper. Donc évidemment, c'est au près, dans 25 ou 30 nœuds. Donc il faut abattre, il faut déjà récupérer la voile sans qu'elle passe à l'eau. Et la pièce qui avait cassé, je ne l'avais pas en spare à bord, donc il a fallu bricoler avec des petits brélages, des trucs avant de pouvoir repartir avec une épée de Damoclès en me disant bon, faut que mon truc ça tienne. Et ça m'a fait pas mal perdre de terrain. Et ensuite, j'ai eu à nouveau des problèmes de galette d'enrouleur, mais cette fois-ci, c'était pas sur le J3, c'était sur le boudeur pour les voiles de portant, quand le vent a donné, alors ça, je sais plus quand c'était, ça va être jeudi matin, je crois, et, où j'étais encore pas très très loin de Paul, mais là, quand j'ai voulu renvoyer une voile de portant, en fait, ça s'est pas fait comme ça. Il a fallu que j'en prenne à 4 fois parce que les galettes, il y avait plus rien qui fonctionnait à l'avant. Je m'en étais pas servi depuis un moment parce qu'on était au près, et quand il a fallu s'en servir, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plus grand chose qui était opérationnel, donc j'ai été obligé de sortir la caisse à outils, pas mal de bricoles. Comme évidemment, j'avais pris certaines pièces pour réparer la galette de J3, tout n'était pas aussi simple, donc il a fallu faire un peu un pulse pour être capable de remettre une voile et puis là, pendant ce temps-là, du coup, j'étais dans la pétole, j'étais le bateau à moitié arrêté, et puis là, Paul s'est échappé. Et puis après, il a eu une météo un petit peu plus favorable que la mienne, donc voilà, j'avais plus l'opportunité de revenir. Et alors, justement, Paul spécifiait, et les trois autres aussi, que ça avait été vraiment une régate planétaire. On s'attendait à ce que ce soit le cas, mais est-ce que tu as été quand même surpris de l'intensité de la régate cette année ? J'ai pas été très surpris, mais j'ai pas l'expérience du Vendée Globe. C'était mon premier, alors que Paul, Thomas ont déjà participé au Vendée Globe. Donc moi, ça m'étonne pas plus que ça, parce que vu le plateau qu'il y avait au départ, je me doutais que ça allait pas être une petite croisière sympathique où tout le monde allait y aller à son rythme. Donc ça m'étonne pas trop, mais quelque part tant mieux, parce que c'était quand même super d'avoir cette intensité de compétition. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça a aussi permis de ne pas voir le temps passer, d'être tout le temps un peu dessus pour essayer de faire avancer le bateau un peu mieux, de prendre la meilleure décision stratégique. Donc ça, c'était super. Allez, on va terminer avec 2 questions qui nous viennent de Zoom. Ouais, salut Nico. On a une question de Raphaël pour France Bleu qui nous demande tu n'es pas à l'origine de ton bateau, quel changement ferais-tu si tu devais réfléchir à un bateau neuf pour la prochaine édition ? Je réfléchirais à faire un bateau qui, au portant dans la mer, n'a pas systématiquement 1 mètre d'eau sur le pont à passer, pour pouvoir être un peu plus confortable. Je pense que la grosse évolution des derniers IMOCA, ça a été justement d'aller dans cette tendance-là, des bateaux, je pense que Malaysia a été précurseur là-dedans, le bateau de Johan Richomme, Thomas Ruyant également, je pense que le bateau de Charlie Dalin aussi ont pu bénéficier d'évolutions qui permettent aujourd'hui aux bateaux d'avoir des comportements un peu moins sous-marins que les générations précédentes. Le mien est un peu entre 2 générations, mais il y a encore un peu trop d'eau à passer sur le pont. Et c'est vrai que les mers du Sud, c'est quand même usant d'avoir systématiquement le bateau qui finit avec les traves plantées dans la vague de devant. Et bon, le bateau est pas loin, on le voit pas bien d'ici, mais vous regarderez comment est conçu le bateau avec son cockpit quasiment fermé. Vous me croyez si vous voulez, mais l'intérieur du cockpit, c'était un pédiluve systématique ou un jacuzzi avec 50 cm d'eau à l'intérieur du cockpit sans arrêt. Et d'ailleurs, il y a 3 jours, comme je disais, j'ai réussi à rien faire du tout, mais il y a une vague qui a réussi quand même à rentrer, non pas dans le cockpit, mais dans le bateau, quoi. Donc, malgré le fait que le cockpit soit fermé. Donc, ça vous donne une petite idée de la quantité d'eau à passer sur le pont. Vivement le prochain bateau. Avis aux partenaires. Dernière question.
La dernière question nous vient de Stéphane Lermite pour l'équipe qui nous dit « Il me semble que ton sponsor souhaitait d'abord que tu termines. Dans quelle mesure cela t'a empêché de te battre un peu plus devant ?» Alors, c'était pas... bon, déjà, ils m'ont pas mis le couteau sous la gorge pour que je termine le Vendée Globe. Et ça tombait bien parce qu'en fait, c'était un objectif vraiment commun qu'on avait de terminer ce Vendée Globe. Donc ça n'a pas été... voilà, quand cette information-là m'est arrivée, je me suis dit, en fait, tant mieux parce que j'ai le même objectif. Alors je suis quand même un compétiteur, donc j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Il y a certaines conditions, certains moments de la course où effectivement cet objectif de franchir la ligne d'arrivée a pris le pas sur peut-être un objectif de compétition et d'avoir une stratégie un petit peu plus... je veux dire en bon père de famille plutôt que d'être tout le temps pied au plancher, mais moi ça m'allait bien parce que je suis content d'être là aujourd'hui, d'avoir fini le Vendée Globe. Et nous on est contents de t'accueillir. Merci Nico. Merci Nicolas d'avoir été avec nous pour cette conférence de presse. On va s'arrêter là parce que ton timing est très serré. Et surtout, va profiter. Et c'est offert, évidemment, par ce débo.